Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de votre émission Accès Direct tous les soirs, 18 h sur 8 Mont Blanc. Rendez-vous également sur notre page Facebook pour voir cette émission. Nous vous attendons, vous pouvez nous poser vos questions ou vos commentaires dès maintenant avec le hashtag Accès Direct. Au programme ce soir, Martine Buissard viendra nous parler des actions de la Fondation Fassim. C'est ensuite Nat Vuong de Water Inception qui viendra s'asseoir sur notre canapé bleu. Et on fera un focus sur la série de la semaine avec toi, Olivia, ce soir. Donc. Olivia, tu présentes le JT. Exactement. On va commencer avec un reportage en direct de Paris, puisque Fanette est du côté de Paris pour le Midest. Elle est exactement au Midest. Alors, c'est le salon de la sous-traitance industrielle. Elle y était pour la journée. Là-bas, la région Auvergne-Rhône-Alpes est très bien représentée. Il y a une 60aine de dirigeants qui sont sur place. Et visiblement, ils ont le sourire puisque les carnets de commandes sont pleins. Et puis, les élections cantonales genevoises agitent la vie politique chez nos voisins. Effectivement, alors là c'est Jean-Paul Crespi qui se colle au sujet puisque en Suisse c'est un petit peu plus compliqué qu'en France, visiblement. Alors il y a 31 candidats qui sont donc candidats pour être ministres au canton de Genève. C'est le Conseil d'État genevois et le Grand Conseil. Donc pour l'instant c'est le 15 avril prochain les votes. Pour l'instant, place au débat forcément. Et hier un débat a été organisé par l'Aimant Bleu et c'est Jean-Paul Crespi qui y était. Merci Olivia, à tout à l'heure. On se retrouve, un petit moment à passer ensemble tout à l'heure en fin d'émission. Oui, exactement. On va passer à notre invité du jour. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Martine Buissard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes la directrice de la Fondation Fassim. Oui. Avant toute chose, avant de parler, rappelez-nous ce qu'est la Fondation Fassim. Alors, la Fondation Fassim, c'est la Fondation pour l'action culturelle internationale en montagne, qui est une fondation reconnue d'utilité publique et qui œuvre pour la connaissance, pour la valorisation du patrimoine, la connaissance de l'art et de la culture dans les pays de Savoie. Et pour ce faire, en fait, on invite à la fois des écrivains, des artistes qui viennent sur ce territoire, qui viennent le féconder. Et dans cette logique-là aussi, on organise des visites guidées sur l'ensemble du territoire. Et puis aussi, on a une deuxième activité. En fait, on a une activité qui est une activité patrimoniale. C'est comme un attelage à 2 chevaux. On a une activité patrimoniale et on est dans cette activité patrimoniale, on peut dire le bras armé de la valorisation du patrimoine du Conseil départemental de la Savoie. Et une autre activité qui est une activité des éditions et de littérature. Et là, on œuvre à la fois sur la Savoie et la Haute-Savoie. Voilà. Quelles sont vos principales missions et votre vocation ? Alors la vocation de la Fondation, c'est, comme je vous le disais, dans un premier temps, de valoriser le patrimoine. On est appuyé sur un label national qui est le Pays d'art et d'histoire des Hautes-Vallées de Savoie, qui concerne le Beaufortain, le Val d'Arly, la Tarentaise et la Maurienne. Et puis, dans le cadre de cette mission de valorisation du patrimoine, on a organisé des itinéraires avec des thématiques. Le premier des itinéraires, c'est les chemins du baroque. Ensuite, archipel d'altitude sur les stations et l'histoire du ski. Également, saveurs d'automne, les voyages autour de la table sur la gastronomie et les valeurs culinaires en Savoie. Les pierres fortes de Savoie sur les fortifications. Et puis, bon, on va en parler après. Ces itinéraires, ça fait partie des 6 que vous avez développés depuis 1992. Voilà, ce sont les 6 itinéraires culturels de la Fondation Fassim. Oui. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que le patrimoine savoyard pourrait être encore plus valorisé ? Oh, bien sûr, on peut toujours valoriser plus, mais quand on parle de patrimoine, il faut bien parler des patrimoines. Il faut parler de l'ensemble des patrimoines, qu'ils soient bâtis, que ce soit aussi des savoir-faire, que ce soit du patrimoine industriel, du patrimoine culinaire, des paysages de production. Enfin, c'est l'ensemble, de l'ensemble et très spécifiquement, puisqu'on est en montagne, donc on est aussi dans des dispositifs très particuliers, qui sont des dispositifs de la montagne et de vie à la montagne, qui est une vie différente probablement d'ailleurs. Ici, on a de quoi faire en matière de patrimoine. Magnifique. C'est une région exceptionnelle, que j'ai découvert aussi, puisque je ne suis pas native et pas savoyarde. Alors, vous êtes également présente sur ce plateau pour nous parler de ce livre Derrière la retenue, les chemins de l'eau en Savoie, un livre de photos de la photographe donc Sylvie Bonneau. Pourquoi avoir fait ce choix de travailler sur l'eau ? Alors, nous sommes dans le cadre du dernier itinéraire. Le dernier né de nos itinéraires sont les chemins de l'hydroélectricité. Depuis 2009, on a un partenariat très, très serré et vraiment très fécond avec l'unité de production Alpes, donc EDF. Et dans ce cadre-là, depuis 2009, on mène un projet de valorisation de ces patrimoines hydroélectriques.
On a commencé déjà à faire une commande photographique en 2011 à l'occasion des 50 ans du barrage de Roseland. Déjà une commande à une artiste qui s'appelait Céline Clanet. Et là, on récidive avec une autre commande. Alors, en fait, c'est une commande qu'on passe à un photographe ou une photographe qui, en fait, pendant toute une année, et c'est important, le temps long, pendant toute une année a circulé sur les 4 vallées et a exploré et a suivi les chemins de l'eau. Les chemins de l'eau et aussi, bien sûr, tout le travail humain des barrages, des centrales hydroélectriques et comment l'eau, en fait, affecte et comment les hommes aussi, l'ingéniosité des hommes et l'eau, voilà ce que ça donne pour l'hydroélectricité. Ça met en avant la Savoie et ses super paysages hein, sur ces photos. Bah, c'est-à-dire qu'on a quand même coutume de dire que les barrages sont des ouvrages d'art et c'est vrai que tous ces barrages et toutes ces constructions pour l'hydroélectricité participent du paysage, d'un paysage qui est un paysage de production. Et Sylvie Bonneau, en fait, a suivi les chemins de l'eau, c'est-à-dire qu'elle est allée, grâce d'ailleurs à la complicité des personnes d'EDF, elle est allée dans des endroits et des points de vue que personne ne peut voir. Et en fait, c'est un peu les états de l'eau, mais aussi les états de l'eau dans toutes leurs dimensions, lorsqu'ils rencontrent un barrage, lorsqu'elle descend, quand ça fait de l'électricité. Voilà, donc c'est tout un chemin qui est à la fois un chemin d'énergie et puis aussi un chemin artistique. Et on demande à une artiste, parce qu'en fait, une artiste est en mesure de voir ce que nous, on ne voit pas. Ce n'est pas un reportage. C'est vraiment à partir de... quand on prend un artiste comme ça, on le prend dans sa dimension, dans son travail artistique, dans ses préoccupations. Donc, en fait, Sylvie Bonneau a transformé ses préoccupations qui sont celles des grands paysages très identitaires, de la relation de son corps à la nature. Et elle s'est baladée comme ça, enfin plus que ça, dans des situations parfois très périlleuses, pour faire ces photos qui sont, là, par exemple, on voit un essai de jet de vanne, c'est des choses qu'on ne voit pas puisque ça arrive une fois. Et alors, on a eu cette chance inouïe aussi pendant la période de travail de Sylvie Bonneau, d'exploration de Sylvie Bonneau, c'était aussi la vidange du barrage de Montcenis. Donc forcément, vous y alliez venir. C'est impressionnant. C'est impressionnant de se retrouver au milieu de quasiment nulle part. Voilà, où on a un paysage assez lunaire. C'est vraiment un ouvrage, vous parliez tout à l'heure d'ouvrage unique, le barrage du Montcenis, c'est vraiment, on est en plein dedans. Oui, voilà. Donc, toutes ces choses en fait qu'elle révèle et qui font l'objet de ce livre que nous coéditons avec Actes Sud et qui est un livre qui est en vente. Le résultat est plutôt réussi. Il est très réussi. C'est pas parce que je pense que c'est une magnifique chose qu'on va prolonger d'ailleurs aussi par une exposition de photographie pérenne, grand format, sur les chemins de l'hydroélectricité, ce qui fait que on pourra à la fois voir les photos de Sylvie Bonneau, mais voir aussi l'eau sur place, voilà, à l'occasion des visites qu'on peut faire des différentes centrales. Quelles sont les prochaines grandes échéances pour la Fondation Fassim ? Alors, les prochaines grandes échéances pour la Fondation Fassim, alors comme je vous disais, on a deux activités, une activité patrimoniale et une activité littéraire. Donc là, on va rentrer aussi en plein dans notre activité littéraire, puisqu'on commence un printemps des rencontres, avec des rencontres d'auteurs qui viennent rencontrer les publics en Savoie et en Haute-Savoie. On reçoit aussi depuis Haïti un écrivain en résidence, Evin Swech. Et puis, on a les rencontres littéraires qui vont se passer à Chamonix. Donc ça, c'est l'actualité. Et puis sinon, bien, on continue ce travail autour de tous nos itinéraires, des visites guidées. On reçoit à peu près 1000 visiteurs sur l'ensemble de nos 6 itinéraires. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, voilà. Et on travaille avec plaisir et bonheur. Merci beaucoup en tout cas, Martine Buissard. Bonne continuation, bon courage pour la suite. Très bien, merci. Vous rejoindre la régie. On va prendre la direction de Paris. Normalement, on doit m'entendre Monsieur Laurent Desormeaux du côté de Paris. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Bonsoir, alors vous avez de la chance, il y a un petit peu de soleil du côté de Paris. Vous allez bientôt prendre le départ de la course du cœur qui relie donc Paris à Bourg-Saint-Maurice. Comment est-ce qu'on se sent à quelques minutes du grand départ là ? Super enthousiaste. C'est vrai que j'avais déjà fait la course l'année dernière, j'avais vécu des moments très forts. Et je suis vraiment impatient de démarrer la course cette année. Alors, je rappelle que cette course du cœur, ça rassemble 300 coureurs qui représentent des grandes entreprises et qui seront associés à des coureurs greffés, dont vous faites partie, pour une course en relais. Effectivement, il y a une vingtaine d'équipes qui sont présentes, dont une équipe de greffés, dont je fais partie, qui comporte des greffés du rein, des greffés du cœur, greffés du foie. Et donc, on va tous rejoindre les arcs pendant 4 jours, 4 nuits de course, de vélo, de run and bike.
voire de roller, et donc pour promouvoir le don d'organes. Alors qu'est-ce que ça signifie pour vous le fait de participer à un tel événement? Bah, disons que pour moi, ça représente toute la chaîne du don d'organes qui est rassemblée là aujourd'hui. On a effectivement les greffés qui sont là, mais les équipes des hôpitaux, des transplanteurs, des préleveurs, et puis les entreprises qui sont là pour promouvoir le don, donc qui sont des donneurs potentiels. Et on va rencontrer en fait les enfants dans les écoles qui eux vont avoir dessiner des cœurs qui vont ensuite être, dans le cadre de l'opération 10 000 cœurs pour l'hôpital, être transmis dans les hôpitaux pour encourager les enfants malades à affronter leur maladie. Et donc, c'est toute la chaîne du don qui est réunie pour cette grande opération. Alors 750 km à travers plusieurs régions, plusieurs départements, l'Île-de-France, la Bourgogne et Auvergne-Rhône-Alpes pour terminer, le tout pour sensibiliser le grand public au don d'organes. Exactement, c'est ça, c'est sensibiliser le grand public au don d'organes, aux besoins d'organes, puisqu'effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, malgré les 6500 à 7000 greffes qui peuvent être réalisées annuellement, chaque année, il y a près de 22 000 personnes qui sont en attente d'un organe et qui, pour la plupart d'entre eux, malheureusement, n'ont pas la chance d'en bénéficier. Donc, moi, en tant que greffé, ça fait 25 ans que je suis greffé. Et donc, pour moi, c'est un passage obligé que de passer à la course du cœur pour rendre tout ce qu'on m'a donné, quoi. Et puis, faire passer le message du don. On peut être pour, on peut être contre, mais cette course du cœur, ça permet d'en discuter. Et c'est le principal intérêt, de créer un événement et de permettre à chacun d'en discuter pour dire s'il est d'accord ou pas. Et puis, éventuellement, motiver son refus, puisqu'aujourd'hui, il y a un registre national des refus qui existe et c'est comme ça qu'on peut montrer sa décision de ne pas accepter le don d'organes. Mais au moins, on en discute grâce à la course. Merci beaucoup en tout cas Laurent, bonne continuation. Je pense que le départ est prévu dans une vingtaine de minutes, donc on vous souhaite bon courage pour la dernière ligne droite. Les équipes sont en train de se rendre pour la ligne de départ, donc je ne sais pas si vous les voyez, je vais faire un petit scan et tout le monde se déplace pour se rendre sur la ligne de départ. Merci beaucoup. De rien, bonne continuation. Merci à vous. Et puis j'ajoute que vendredi, on aura normalement, si tout va bien, un deuxième Skype avec normalement la course qui sera du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nad Vong m'a rejoint sur ce plateau. Alors je vous rappelle, vous êtes le cofondateur de l'ONG Water Inception. Première question toute simple, qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme? En fait, j'étais un très grand fan du film Inception. Alors, on a un petit souci de micro, il y a un petit micro sous le... Je vous écoute. Je suis un très grand fan du film de Caprio, Inception. J'adorais en fait l'idée qu'on puisse implanter une sorte de graine dans l'esprit des gens. Et dès que j'ai compris que l'eau était une ressource qui allait devenir très rare dans le futur, j'ai voulu en fait mettre dans l'esprit des gens que en fait il fallait qu'ils pensent à l'eau dans le futur. Alors quelle est la genèse très précise de ce projet? C'est vraiment, ça a vraiment débuté tout bêtement avec une vidéo sur YouTube. J'explorais un peu le monde de YouTube et je suis tombé sur en fait un inventeur espagnol qui a fabriqué ces machines donc, qui s'appellent des générateurs d'eau atmosphérique. C'est des machines qui sont capables de générer de l'eau potable en condensant l'humidité dans l'air, même dans des conditions en fait désertiques. On peut les voir sur les écrans. Donc ça c'est le modèle que je suis allé voir en Espagne. J'ai contacté l'entreprise parce que j'y croyais vraiment pas, mais ils m'ont dit d'aller venir, donc j'ai pris un billet d'avion et je suis allé à Séville, magnifique ville en fait, et j'étais devant la machine et j'ai demandé est-ce que je peux, là on voit pas très bien, il y a un petit robinet sur le côté et j'ai demandé à boire en fait l'eau directement de la machine et quand j'ai bu ça, j'ai vu qu'il n'y avait pas de goût bizarre. Particulier, c'est de l'eau, comme de l'eau potable qui sortirait du robinet. Exactement. Et du coup, j'étais vraiment halluciné et j'ai discuté avec le monsieur. Il m'a dit qu'il avait inventé ça en fait à des fins un peu humanitaires, mais qu'il n'avait pas vraiment trouvé encore de projet pour utiliser ces machines. Donc, je suis rentré en Suisse. J'ai commencé à explorer en fait ce qui se passait par rapport à la crise de l'eau mondiale et qui souffrait le plus. Et c'est là que je suis tombé sur le fait que c'était principalement les réfugiés. Et vu que j'étais réfugié moi-même... Oui, votre histoire personnelle a forcément un petit peu joué. Exactement. Mes parents sont arrivés en Suisse en 1980 grâce à la Croix-Rouge. À l'époque, c'était des boat people qui s'étaient échappés du sud du Vietnam
Et ils sont arrivés en Malaisie et moi je suis né dans un camp de réfugiés à Kuala Lumpur. Alors je n'ai pas vécu dans les camps comme les gens que j'ai visités l'année dernière dans ce camp au Liban, près de Tripoli. Mais quand je les ai rencontrés et qu'ils m'ont raconté leur histoire et comment ils avaient de la peine à obtenir de l'eau dans le camp en suffisance et surtout de l'eau potable, parce qu'ils ont de l'eau mais elle n'est pas forcément très, très propre, j'ai été touché par leur histoire et j'ai décidé en rentrant d'essayer de faire une campagne pour lever des fonds et acheter une de ces machines. Justement, vous venez de l'annoncer, donc le 22 mars dernier, une campagne de financement participatif qui s'intitule Water for Refugees a été lancée. Donc le but, c'est de collecter des fonds pour pouvoir acheter une des machines qu'on a vues. Oui, alors ce ne sera pas celle-là. Celle-là, c'est la plus grande machine. C'est une machine incroyable qui est capable de produire jusqu'à 15 000 litres d'eau dans des conditions humides, mais dans des conditions désertiques, on est à 7 000. Donc la machine qu'on va amener, elle aura plus la taille de la machine qu'on a vue en photo avant, qu'on a démontrée justement dans la gare de Cornavin à Genève. Et cette machine, en fait, elle produit 400 litres. Et vu que le camp est composé d'une 150aine de personnes, ça donne environ 2,5 litres par personne. Ce qui représente pour eux, on ne s'en rend pas compte, mais une quantité incommensurable d'eau. Oui, et même en Suisse, je ne bois pas de 2,5 litres. Pourquoi ce camp précisément de Tripoli au Liban? Écoutez, c'était aussi un hasard. Donc, je fais partie d'un réseau qui s'appelle les Global Shapers, qui est en fait un sous-réseau du Forum mondial économique. Et ils organisent des événements justement dans différentes régions du monde. Et il s'avérait que l'année dernière, il y en avait un qui se passait au Liban. Et vu que je savais qu'il y avait des réfugiés là-bas syriens, j'ai demandé c'était possible de visiter un camp et ils m'ont amené. C'était un petit camp, juste 150 personnes, mais ce qui était vraiment incroyable, c'est que dans les 150 personnes, il y en avait 100 qui étaient des enfants âgés de moins de 12 ans. Donc c'était vraiment choquant de voir ces enfants qui étaient en fait assez joyeux, mais qui malheureusement n'avaient pas accès à de l'eau potable en suffisance. Et du coup, il y en a malheureusement qui devaient aider les parents en allant vendre des fleurs dans la rue pour essayer d'acheter des bouteilles d'eau potable. Survivre, quoi. Survivre, exactement. L'objectif, c'est 50 000 € pour acquérir ce type de machine. Oui, on a déjà passé les 9 000 €, donc je suis très content. J'espère qu'il y aura du soutien aussi de la région pour amener cette machine, on espère, le plus rapidement possible avant l'été, parce que c'est là qu'ils vont avoir le plus besoin. Vous l'avez tout à l'heure évoqué, le 24 mars dernier, vous avez présenté cette machine dans la gare, dans le hall de la gare à Cornavin, à Genève. Quel a été le retour des passants ? Franchement, tout le monde était vraiment, ils ont trouvé ça vraiment incroyable. Justement, on pouvait montrer la condensation qui se faisait en direct et les plus courageux en bulot. Donc tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de, on s'est pas fait attaquer le lendemain pour problème de santé. Non, tout s'est bien passé. Les gens étaient vraiment ils trouvaient ça vraiment incroyable et on espère qu'on pourra pouvoir la montrer dans plus d'endroits. Donc on est en train de regarder dans l'université de Genève, de Lausanne, pour voir s'il y a possibilité de la montrer aux étudiants, etc., et faire des présentations supplémentaires. Pour la campagne de financement participatif, il y a une date limite, j'imagine ? Oui, c'est le 14 mai. Donc on a essayé de prendre large, mais voilà, on a visé ça. Donc en tout, ça dure 2 mois. Et puis ça finira le 14 mai. Et si donc on veut participer à cette campagne, comment est-ce qu'il faut procéder ? Internet, j'imagine ? Internet, alors vous pouvez aller sur waterinception.org et c'est waterinception en un mot.org et là-dessus il y a le lien direct. Alors on n'a pas le site en français encore, mais j'espère que les gens pourront. La vidéo du crowdfunding est sous-titrée en français. Si jamais. Merci beaucoup, bravo Merci. pour cette Merci initiative. pour nous avoir invités. On croise les doigts pour que vous arriviez à ce total pour pouvoir acheter cette magnifique machine. C'est très gentil, merci à beaucoup. vous, à bientôt. Bonne soirée. Olivia va me rejoindre sur le plateau. Elle arrive. Il y a un micro sur le plateau. Elle a passé les fiches, je sais pas. Ah, elle a passé. Alors, on va faire... Donc, Olivia, on va prendre le temps, t'inquiète pas. On va commencer avec la revue de presse. Oui. Tu as trouvé une idée très sympa, j'ai trouvé. Fini les sandwichs pas très bons, les sandwichs chers sur les aires d'autoroute. Effectivement, et sache qu'avant d'arriver en plateau, je ne retrouvais pas mes fiches. Donc je vais la faire un peu... En improvisation. Un peu en impro. Alors c'est un article des Échos. Marc Vera, donc le chef renommé, bien de chez nous, étoilé, va être sur les aires d'autoroute. Alors pas lui évidemment, mais ses plats, 2 de ses créations. Alors c'est un plat chaud à base de quinoa et un sandwich à base de poulet rôti, me semble, et de béarnaise. Ça donne envie, en tout cas. Ça donne envie, hein.
Alors, le plat est à 11,90 €, le sandwich à 5,90 €, il me semble. Donc, je trouve que ça reste quand même abordable. Et c'est dans un événement, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Culinaire. Et en fait, il y a 163 points de vente sur les autoroutes, dont Area et Autogrill, il me semble, qui vont proposer tout ça pour justement changer un peu l'image des plats qu'on peut trouver sur l'autoroute, sachant que c'est pas super fameux. Et c'est un article très sympa des Échos. Et puis, deuxième sujet, je crois que notre héroïne est là. J'ai retrouvé mes fiches du coup. Merci beaucoup Camille. Donc deuxième revue de presse, un article. Alors on parlait d'eau, de consommation d'eau avec mon précédent invité. Alors là on parle dans l'eau, par contre du côté extrême, avec le prix de l'eau qui s'envole du côté de Paris. Exactement. Pour une eau de Megève. Exactement. Donc cette info, elle a été partagée sur Facebook, sur le site, sur le groupe. Tu sais que tu viens de Megève, comme il en existe beaucoup d'autres. C'est une internaute, qui était amusée puisque l'eau de la Sasse qui est mise en bouteille à Megève coûte plus cher à Paris qu'à Megève. Alors pour exemple, à Paris, elle coûte 8,90 € au bon marché, contre 9,50 € au carrefour de Megève. Ce qui déjà n'est pas donné. Ce qui n'est pas donné, mais en plus, la différence de prix est nette. Donc, nos confrères du Messager ont tenu à faire passer l'information. Voilà, on verra bien. On verra bien. Et avec toi, Seb, on parle de guides de haute montagne qui ont une revendication. Oui, on a beaucoup parlé sur ce plateau d'Accès Direct, dans le JT, dans nos nombreux reportages, des nombreux accidents justement qui ont eu lieu sur le Mont Blanc, notamment l'été dernier. Et pour tenter d'infléchir cette tendance un petit peu morbide, les guides de montagne plaident pour un démantèlement des aménagements de la voie d'accès au Mont Blanc. En somme, ils veulent arriver à décourager les candidats inexpérimentés dans cette ascension qui peut se révéler très dangereuse. Il faut savoir qu'une réflexion est actuellement en cours sous la tutelle de la préfecture de Haute-Savoie, donc c'est quelque chose de très officiel, pour réduire notamment le nombre de marches ou encore de câbles vers le refuge du Goûter. Pour rappel, l'été dernier, 14 personnes avaient trouvé la mort sur les voies d'accès au Mont Blanc. Et ce sont plus souvent le cas des personnes imprudentes ou inexpérimentées qui ont péri. Le syndicat national des guides de montagne et l'Union internationale des associations de guides de montagne sont favorables au remplacement de ces équipements qui peuvent donner, je cite, une fallacieuse impression de sécurité. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne initiative. Exactement. Et puis une montre retrouvée 75 ans après. Oui, une belle histoire qui se passe du côté d'Abert-Lulin, en Haute-Savoie, petit village, puisque Jean-Michel Duré, agriculteur de son état, a reçu il y a peu un colis un petit peu étonnant, un colis à son domicile, un colis qui contenait une lettre manuscrite en allemand et une montre à gousset, comme on peut voir sur l'image. Et cet objet, en traduisant la lettre, il a fait traduire la lettre, qui était donc écrite en allemand, et il s'est rendu compte que cette fameuse montre appartenait à son père. Et cet objet a une véritable histoire, puisque dans la nuit du 25 au 26 décembre 1943, donc on remonte à 75 ans en arrière, les SS allemands avaient fait une descente dans un bal qui se déroulait justement au château d'Abert-Lulin. Parmi les personnes arrêtées, le père de Jean-Michel Duré, qui arrivera néanmoins à s'échapper avant de rejoindre le maquis. Et donc, une personne a hérité de cette fameuse montre, du côté d'une berlinoise. Elle a fait son enquête, elle a retrouvé Jean-Michel Duré, lui a envoyé le colis. Donc finalement, la montre aura mis 75 ans avant de retrouver la Haute-Savoie. C'est incroyable. Ouais, très belle histoire. Très belle histoire. Olivia, on est dans les temps, tu restes là. Oui. On va parler avec toi de ta série, puisque cette semaine, c'est ton tour. Et tu as choisi de t'intéresser à ATMB. Exactement. Autoroute et tunnel du Mont Blanc. Donc c'est un réseau qui se situe entre la Haute-Savoie et l'Ain. Donc pendant plusieurs jours, je suis allée dans les coulisses de cette énorme entreprise, puisqu'elle embauche quand même des centaines de personnes sur le territoire. Donc j'ai commencé par aller au PC Sécurité Trafic à Bonneville. Donc c'est là vraiment que tout se passe. Il y a à peu près 200 caméras qui sont situées sur tout le réseau. Donc on est surveillé 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, grâce à ces caméras, les opérateurs du PC voient s'il se passe des incidents. Le plus souvent, ce sont des objets qui sont sur la voie. Donc voilà. Et là, ils avertissent les patrouilleurs. Donc j'ai passé aussi un après-midi avec Gilles Duport, qui est patrouilleur à ATMB depuis quand même 20 ans. Donc il a beaucoup de choses à nous raconter. Et ensuite, pour le 3e épisode, je suis allée dans les coulisses du tunnel du Mont Blanc, donc de Chamonix à l'Italie. Et là aussi, c'était assez impressionnant. On va regarder un petit extrait d'ailleurs. Allez. Chaque jour, ce sont des milliers de voitures qui passent sur l'autoroute. Patrouilleur. Et les usagers y laissent parfois quelques souvenirs. Ça peut être du simple gilet jaune oublié sur le toit d'une voiture, d'un bidon d'eau d'un camion ou un morceau de bois qui traîne.
On peut trouver des morceaux d'auto, c'est-à-dire un morceau de pare-choc, des pneus éclatés. Souvent, on intervient sur des objets qui sont sur les voies. Gilles Duport et ses coéquipiers interviennent environ 9000 fois par an. Prévenus par le PC Sécurité de Bonneville, ils interviennent en quelques minutes, jour et nuit. Olivia, est-ce que tu dirais que patrouilleur sur le long d'autoroute, c'est un métier ingrat? Alors, j'ai posé la question à Gilles Duport, justement, dans ce reportage, et il explique que, effectivement, c'est une vocation. On ne peut pas être patrouilleur comme ça, quoi. Il faut vraiment en avoir envie. Lui, c'est un métier qui le passionne, sachant que Gilles Duport, avant d'être patrouilleur, il avait une entreprise de transport de béton. Donc c'est lui qui a participé à la construction des ouvrages de l'autoroute. Donc il était déjà un peu dans ce milieu. Et lui, ce qu'il disait, c'est que lui, il s'éclate en fait. Il rencontre des gens parce qu'effectivement, on ne dirait pas comme ça, mais les patrouilleurs, toute la journée, ils sont au contact des usagers, de ceux qui passent sur l'autoroute. Et lui, ça le passionne en tous les cas. Puis en tout cas, il faut être patient parce qu'il me semble que tu vas passer une bonne partie de la journée avec lui sans qu'il se passe grand-chose. Ça fait partie du jeu. L'après-midi où j'étais là, effectivement, ça fait partie du jeu. Aucune intervention. Donc... heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, ça dépend de quel côté on se place, mais ouais, c'est... On part du côté de Bonneville, si je ne dis pas de bêtises, pour un deuxième extrait. En cas d'incident, les usagers peuvent se réfugier dans l'un des 37 abris sécurisés. Et être en contact avec l'extérieur. Ciao, bonjour Laurent. Une fois repérés et rejoints par les secours, il est possible d'aller dans d'autres abris, à pied. Ils sont répartis tous les 300 mètres. Direction les gaines d'évacuation. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte de l'extérieur, mais c'est énormément, tu l'as dit, hein, c'est énormément de personnes qui gravitent autour d'ATMB. Oui, énormément. Pour exemple, si on reste sur le tunnel du Mont-Blanc, par exemple, il y a 70 pompiers. C'est quasiment 200 personnes, si je ne dis pas de bêtises, qui sont là. En fait, c'est une surveillance qui est tout le temps accrue, en fait, puisque, par exemple, au tunnel, comme sur l'autoroute, un simple incident peut devenir grave. Donc, ils sont toujours sur le qui-vive et c'est assez hallucinant, ouais. Alors, jeudi, troisième diffusion là, du troisième et dernier épisode de la série. Oui. Fais-nous un petit teaser, là. Bah justement, tunnel du Mont-Blanc. Donc, on va partir du PC Sécurité. On y fait un rapide tour. Ensuite, on se rend dans le tunnel. Personnellement, je n'y étais jamais allée et j'espère que je n'aurai plus jamais à y aller, mais j'ai découvert un abri sécurisé dans le tunnel. Et c'est hallucinant parce qu'en fait, dans le cadre du tunnel du Mont-Blanc, il y a un système de visioconférence, comme on l'a vu dans l'extrait qu'on vient de voir. On peut être en contact avec les hommes du PC Sécurité. Donc déjà, je trouve ça incroyable. Et ensuite, de parcourir les galeries de sécurité qui aident à sortir à pied, c'était aussi une expérience assez dingue. Et j'espère que dans le reportage, on pourra le ressentir. Dernière question, est-ce que ton regard a changé sur la TMB avec la réalisation de cette série de reportages? Il n'a pas changé, il est tout nouveau puisque j'empruntais les autoroutes sans forcément me poser la question. Et puis finalement, c'est incroyable en fait. Les coulisses vraiment d'une entreprise comme ça, c'est vraiment enrichissant. On finit l'émission avec l'étude du JT que tu vas présenter dans quelques émissions. On prendra d'abord la direction de Paris. Exactement, on va au Midest, le salon de la sous-traitance industrielle avec Fanette de Buisson. Là-bas, elle a rencontré nos sous-traitants d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, on va parler politique avec un débat du côté de la Suisse pour les prochaines élections cantonales genevoises. Effectivement, et cette fois-ci, c'est Jean-Paul Crespi qui s'est rendu à Genève. C'est L'Aimant Bleu, donc une chaîne locale genevoise, qui a organisé hier soir un débat entre les 31 candidats qui veulent être au poste de ministre. Merci beaucoup. Merci. À tout de suite après cette émission. C'est fini pour ce mercredi. Je vous donne bien évidemment rendez-vous jeudi pour un nouveau numéro d'Accès Direct. On parlera justement de ce gros dossier que représentent les élections du Grand Conseil de Genève avec Valentin Emery de L'Aimant Bleu. Merci à toute l'équipe en régie. Merci à vous pour votre fidélité. Passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc.